C'est bon? Oui. Alors, cher Manon Ménard, vous venez de terminer avec succès une thèse sur l'inclusion, intitulée De l'inclusion à la pluralité, le design à l'approche de la normalité. Et il me semblait intéressant d'échanger sur cette question du non-savoir parce que dans votre thèse, à plusieurs reprises, vous évoquez cette question du non-savoir, notamment à travers l'anthropologue colombien-américain Arturo Escobar, qui dit, je le cite, la nécessité de remettre au cœur du processus de design le doute du faire en termes de projet. Et je crois que votre thèse se construisait fortement sur cette notion-là, notamment en considérant que la question de l'handicap, la question de l'autisme vous permettait d'une certaine manière de re-questionner un certain nombre d'éléments qui semblaient peut-être trop affirmatifs, trop déjà dans l'incertitude en matière de design. C'est un peu le centre de la discussion que je souhaitais avoir avec vous. Oui, je pense que ça a aussi à voir avec différentes positions qui a été en fait celle qui s'est aussi imposée à moi au départ de la thèse, du fait que en fait ça a été une opportunité concrètement cette thèse pour moi parce que j'avais pas auparavant travaillé sur des questions liées au handicap. J'avais travaillé plutôt donc sur des projets qui donc, par le design graphique, portaient des questions sur la transmission, sur la pédagogie, et plutôt sur l'interculturalité et pas sur le handicap. Et en fait, je pense qu'au début, ce qui a été pour moi-même un handicap du fait de ne pas savoir ce que c'était vraiment le handicap, l'autisme, du coup, la spécificité de l'autisme, et qu'au début même, j'ai cru que cette distance-là que j'avais avec ce milieu-là, que ce soit professionnel ou même privé, moi, j'ai pas été confrontée de manière, on va dire, régulière ou très familière avec le handicap, que ce soit par moi-même ou mon entourage. Donc, j'ai cru qu'en fait, ça ralentirait en fait moi mon processus de recherche. Et en fait, il s'est trouvé que je pense que ça a été là le point central pour ma thèse, de me dire que moi, j'arrivais avec cette ignorance-là. J'avais en face de moi, où j'ai, au tout départ en tout cas de ma thèse, été en interaction avec ce qu'on appelle, dans le milieu en tout cas scientifique ou professionnel, des experts de l'autisme, qui eux pouvaient me définir ce qu'était l'autisme. Voilà. Oui. Et donc, ils avaient cette forme d'autorité sur, en fait, d'un point de vue, pour moi, très ontologique, sur ce qu'était, en fait, une personne autiste. Et alors, au début, ça m'a pas forcément mis à l'aise parce que je savais aussi que les personnes autistes que moi, j'avais rencontrées étaient des personnes déjà en âge, proches en âge avec moi. Et auparavant, j'avais travaillé avec des enfants. Et je pense que aussi là, ça a été quelque chose d'important parce que en tant que designer graphique, je me suis vue aussi moi-même comme une forme d'autorité que j'avais incarnée auprès des enfants et qui ne m'avait pas posé problème, en fait, sur lequel je ne m'étais pas moi-même remis en question, sur le fait que c'était pour moi normal d'aller dans des écoles et demander à des enfants de faire des expérimentations, de travailler. Et là où, avec des gens proches en âge avec moi, tout de suite, j'ai une forme où je ne me sentais pas légitime, de par déjà cette posture-là. Et en plus, j'avais d'un côté, ces paroles qui m'étaient venues sur ce qu'était l'autisme, et après, le fait de rencontrer des personnes autistes et d'avoir leur retour, eux, d'expérience de vie, en fait, et pas forcément, ils appuyaient pas sur c'est ça l'autisme, c'était plus, voilà, les difficultés ou les problématiques, ou au contraire, les choses heureuses que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et du coup, j'ai eu cette sensation qu'il y avait une forme alors pas de dichotomie, il y avait des choses forcément qui se rejoignaient, mais disons que j'avais vraiment l'impression que cette autorité du savoir venait en fait beaucoup lisser les expériences des personnes, très peu les nuancer, et qu'au final, parce que moi je partais dans une démarche de projet de design participatif, qu'au final, si on en restait au savoir des experts, on pouvait en fait peut-être se passer de ces personnes parce qu'au final, on s'appuyait sur le diagnostic. Et donc, du coup, ça a été beaucoup en tension. Enfin, moi, je me suis sentie souvent sur un fil entre aussi les attentes académiques avec la thèse, où je me positionne. Moi, je ne suis pas experte de l'autisme, donc je pas non plus, je me sentais pas légitime à remettre en question de quoi que ce soit sur
sur le diagnostic, et je le prétends toujours pas d'ailleurs, c'est pour moi encore autre chose. Mais du coup, être toujours sur ce fil. Et au final, en fait, je crois qu'au bout de 2 ans et demi, j'ai décidé qu'en fait, ce fil, ça serait la ligne de conduite, en fait. Et que peut-être qu'en termes de design, c'était sur ce fil que j'étais amenée à être, en fait, moi, en tant que designer graphique. Si on considère ce film justement comme positif, et moi je l'ai lu véritablement comme ça, hein, j'ai lu cette thèse. Elle me paraissait particulièrement intéressante parce qu'elle était justement, elle s'extrayait de cette dimension affirmative et je dirais, de l'assurance d'être dans le bien et l'assurance de faire de toute façon du bien, quoi qu'on fasse. Et je cite un des étudiants autistes que vous avez interviewé, et je propose qu'à partir de maintenant, on dira non aux personnes qui nous demandent de l'aide pour du design thinking parce que tout dans ce concept est problématique. Donc, ça montre bien à quel point les étudiants, les personnes, ce rapport entre ces personnes autistes et le design n'est pas si évident que ça. Alors, on prend les différentes parties du design et vous l'avez bien étudié, mais ça montre bien que la sollicitation, tiens, c'est un bon sujet euh, c'est un bon sujet de design, ne veut pas encore dire que c'est un travail qui véritablement oui, apporte quelque chose aux autistes. Et que faut-il pour que ça le soit? Je crois que vous l'avez étudié d'une manière extrêmement intéressante. Euh, et j'aime cette revendication Nothing About Us Without Us de Charlton en 98, rien pour nous sans nous, et qui peut bien entendu s'élargir fortement à bien d'autres domaines du design. Sur ça, oui, il y a Amy Amrey qui est un chercheur designer américain, états-unienne, qui en parle bien dans un de ses bouquins, et notamment du fait que dans l'histoire, en fait, l'histoire du handicap et l'histoire du design, il y a beaucoup de choses en fait qui se recoupent parce que, et encore aujourd'hui, sur différents points, mais notamment sur un point que le handicap va être pris comme une forme d'innovation, en fait. On va se servir des spécificités du handicap pour innover, donc peut-être plus dans un champ du design aussi, de l'ingénierie. Mais du coup, c'est aussi des points qui sont assez... Justement, dans son livre, il racontait que beaucoup de designers en fait, se sont inspirés de stratégies ou en tout cas d'objets déjà en fait pensés par des personnes en situation de handicap, que eux ils ont remis, voilà, qu'ils ont travaillé d'un point de vue de l'ingénierie, de l'esthétique, de la fonction, et en fait le mérite a été attribué à ces designers, alors que la culture initiale venait des personnes concernées. Mais aujourd'hui, comme la designer Sarah Andren, la designer chercheuse, à travers ses travaux, elle montre bien ça, et justement elle remet en fait en lumière ce savoir situé des personnes handicapées, tant dans leur stratégie quotidienne que dans leur manière de vivre, leur rapport au temps, leur rapport aux usages, leur rapport à la géographie. Enfin, voilà, vraiment plein de choses. Et ça me faisait penser à autre chose, mais je ne sais plus, j'ai oublié. Je pense que ce thème, bien entendu, est extrêmement important. Alors, vous avez fait un focus sur les questions universitaires, puisqu'il s'agissait d'étudier la manière dont ces étudiants autistes pouvaient s'insérer ou vivre cette époque universitaire. Et je crois que ce qui est quand même important que vous faisiez ressortir, c'est le nombre croissant d'étudiants en situation de handicap aujourd'hui et à quel point le sujet, en fait, n'est pas uniquement un sujet totalement latéral, etc. On a, à fur et à mesure que on rentre dans le sujet de l'autisme plus particulièrement, mais du handicap plus largement, cette notion qui me paraît
important de se dire on est dans de la diversité et pas dans du handicap. On est dans des typologies de fonctionnement, notamment neurologique, qui nécessitent une approche plus, plus diversifiée de l'éducation. Et ça peut être aussi bien au niveau préscolaire, scolaire et universitaire. Si je comprends bien, c'est ce que vous dites, c'est l'approche plus au niveau de la diversité que du handicap, c'est ça? Oui, je crois que ce que vous écrivez bien aussi, c'est à quel point cette notion de neuroatypique ne relève peut-être pas directement de l'approche classique de ce qu'est un handicap, mais plutôt de ce que finalement est une diversité de manières d'être, diversité de sensibilité, diversité d'apprentissage peut-être aussi, et qu'il faut arriver d'une certaine manière à cultiver dans cette université en laissant des espaces. Alors je crois que l'université sera peut-être encore la plus apte à travailler ces choses-là. Qu'est-ce qu'il en sera je dirais, du lycée et du collège surtout, qui sont quand même des lieux extrêmement autoritaires, on peut dire, de formation presque militaire de l'enfance. Mm. Notre nouveau ministre de l'Éducation nationale va bien aller dans ce sens-là. Ouais, c'était une super nouvelle d'apprendre ça hier. Oui, oui, alors ben, sur ça c'est pareil. Je sais pas, je pense l'avoir un peu nuancé dans la thèse, mais peut-être pas assez, parce que c'est des choses, de toute façon, c'est toujours en processus de réflexion. Mais sur la question du handicap et de la diversité, parce que des proches qui ont lu ma thèse, après, ils disaient, ah oui, donc il faut arrêter de dire que l'autisme, c'est un handicap. Non, parce qu'en fait, ça pose d'autres problèmes, ben, notamment politiques et en termes d'aide sociale, si on enlève qui n'est pas qu'une étiquette, mais en tout cas en termes administratifs, si on enlève l'étiquette handicap, bah, ça pose des problématiques sur l'accès justement aux aides sociales qu'ont droit les personnes autistes et c'est légitime totalement. Au niveau scolaire, je pense que dans d'autres domaines, notamment la signalétique, nous, on considère que nous sommes tous handicapés dans certaines situations et dans certaines... voilà, c'est plus des questions... mais il y a handicap, en effet. et oui, alors après, au niveau de l'approche neuro, vis-à-vis de la diversité, oui, en fait, je pense qu'il y a tout un pan, et notamment dans le champ d'études de l'autisme. Et moi, c'est ce qui m'avait plu, en fait, au tout départ de la thèse. C'était là, en fait, une approche culturaliste, pensée comme une autre culture. Donc, ça aussi, forcément, ça aussi, c'est limite. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment penser l'autologie, en fait, de l'autisme. Ou alors, si on élargit l'autologie de la neuroatypie, par exemple. Et qu'est-ce que c'est et quel va être le rapport au monde. Et dans une dimension, en fait, plus poétique et sensible que quelque chose de, on va dire, mécanique. Parce qu'en fait, la neurodiversité, ça a aussi été développé à un rapport assez, du coup, très neuronal et notamment par des militants autistes alors il y a Tom Paul Grandin qui décrivait le fait d'être autiste, la pensée autiste comme une pensée quasiment informatique de l'ordinateur, mais ça pose ses limites sur justement la manière dont en fait petit à petit on a relié l'autisme au domaine du numérique, à la Silicon Valley, etc. Et sur ça, je renvoie au très bon podcast de Marion Coville, le mythe du geek autiste, qui en parle très bien. Et donc, du coup, sur ce pan-là culturel, je pense que ça, et pour en avoir discuté avec les étudiants, ça reste quand même très pertinent justement pour à la fois penser l'autisme dans sa dimension du handicap, mais aussi dans une dimension qui peut venir déstigmatiser le handicap, enlever ce gros mot qu'on a du mal à dire, encore ça va, mais il y a quelques années. Et aussi peut-être, je pense que c'est important, euh, même au niveau scolaire, enfin, je ne sais pas si ça se fait encore, mais il me semble, les approches, enfin, moi je l'ai eu en tout cas au collège, où on avait des intervenants qui venaient pour nous sensibiliser au handicap.
Et en fait, ils nous mettaient dans un fauteuil roulant et on parcourait un parcours dans la cour. Et en fait, c'est déjà totalement dépolitisé. C'est une manière d'un rapport au handicap totalement dépolitisé. Et en plus, ça n'a quasiment aucun sens de faire ça parce que le rapport qu'on a, nous, en tant qu'être valide, à s'asseoir dans un fauteuil roulant, mais est complètement différent qu'une personne non valide voilà, qui tous les jours, parce que c'est un rapport au corps, c'est un rapport très, très fort. Et même pour l'autisme, on va avoir tendance à penser que c'est le cerveau. Non, il y a un rapport au corps très fort et enfin à la sensibilité. Et je pense que c'est là où parfois, en tout cas dans des approches solutionnistes ou de l'ingénierie, du design au rapport au handicap, où on passe à côté d'énormément de choses en fait. Et encore aujourd'hui, des étudiants, moi j'ai eu des étudiantes en licence cette année qui ont travaillé sur l'autisme. Et on en était encore sur des projets, même si elles ont été rencontrer des étudiants et elles ont eu, en tout cas dans les discours, on a eu des discussions intéressantes, mais au final, on arrive sur un projet à la fin, pas totalement inintéressant, mais sur des choses un peu déjà vues déjà, et sur des gros raccourcis de on a mis du bleu parce que les personnes autistes aiment le bleu. Bon, ça, non, il faut arrêter avec ça. Non, je crois que ce qui est véritablement intéressant quand même dans ce que vous avez dit, c'est qu'est-ce que le handicap fait au design. Et c'est peut-être en ça que ça m'intéresse par rapport à ce sujet du non-savoir. C'est-à-dire, on est quand même face aussi à des notions extrêmement complexes. Et vous le racontez d'ailleurs bien, vous l'explicitez bien, cette rencontre entre cette complexité et la norme administrative, la norme sociale, euh, créer une sorte de choc entre, d'une part, une diversité des capacités, y compris dans l'autisme d'ailleurs. Vous montrez bien qu'il n'y a pas un autisme, c'est différents degrés et différentes typologies. Donc le mot lui-même peut être et qui en effet retranscrit dans des normes et dans des situations, ça devient encore plus général. Et c'est en ça, moi je trouve, vous nous indiquez d'une certaine manière une approche un peu différente du design, qui ne serait pas une approche généraliste, en disant ceci est the good design for the autist, mais justement une approche beaucoup plus tâtonnante, beaucoup plus ouverte. Et voilà, c'est ce que nous cherchons d'une manière générale dans notre non-savoir. Ouais, bah, sur ça, je pense que bon, ça m'a aussi mis beaucoup en tension dans la thèse parce que même si j'avais pas au tout départ de la thèse un cahier des charges donné sur la commande donc, de la recherche, forcément il y avait des attentes donc, de la part de mes financeurs, donc du projet Ask Ifrani. Et je sentais bien qu'il y avait une envie de réponse ou de solution en fait, de comment aider et comment le design peut aider. Déjà, pourquoi le design peut ou doit aider, ça, je ne savais pas. Et en fait, je pense aussi que bah ça, c'est des discussions je pense qu'on a juste amorcé lors de la soutenance, et moi, j'avoue que je n'ai pas du tout assez approfondi à l'intérieur de ma thèse, c'est la question du fait que je viens du design graphique. Et alors, c'est une intuition, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas assez étudié, mais il y a ce rapport à l'usage qui est quand même pour moi différent que si j'avais eu une formation en design espace ou en design objet notamment, qui fait que quand je suis arrivée dans la thèse par ce que j'avais appris en termes de technique, de savoir-faire en design graphique, je me suis dit que je ne sais pas ce qui pouvait être une solution pour l'autisme dans les design. Alors bien sûr, il y avait la question de la signalétique peut-être, mais c'est pas ce vers quoi de toute façon les étudiants ont posé les principales problématiques. Et en même temps, j'avais quand même une intuition qui faisait que je pense que si le design pouvait peut-être faire quelque chose, c'était justement sur la manière dont comment on pouvait discuter de ce savoir situé qui en fait a tendance à être relégué par ce savoir autoritaire. Donc en fait, au tout départ, et j'en avais parlé en fait avec ma direction de thèse, qui me disait
de pas me bloquer sur ce pressenti que j'avais que mon financeur attendait en fait une recherche appliquée, voilà, un projet, une solution. Ouais, ouais. Mais bon, c'est difficile aussi d'en sortir quand voilà, on a aussi envie d'être en raccord un peu avec notre entourage ou en tout cas avec les gens avec qui on travaille. Et du coup, je pense que ça a quand même un lien avec le fait de ma formation en design graphique, du fait que j'avais travaillé auparavant sur des projets où ça passait par le design graphique, mais on était sur, notamment avec des résidences au sein d'écoles élémentaires, où on travaillait avec les outils du designer graphique avec les enfants, mais on n'avait pas d'attente. On produisait en fait de l'image, de la matière qui venait en fait être de la matière de dialogue, en fait, de la discussion avec les enfants sur des thématiques interculturelles. Et donc là, en fait, je pense que petit à petit, même si le projet est différent, mais en fait, on, on est arrivé avec les étudiants sur des productions graphiques que j'espère et qui vont continuer, en tout cas, j'espère, à être médiées dans des espaces qui aussi ouvrent à des discussions. Alors après, bien sûr, j'aimerais bien aller au-delà de ça, mais et aussi sur ces questions-là, je pense que moi, ça a été assez aussi une révélation sur mes lectures, notamment de Paulo Freire en pédagogie critique, qui ont été assez libératrices, et de Bell Hooks aussi. Vraiment libératrices, et aussi tant d'un point de vue du design, mais aussi d'un point de vue de la recherche, en fait, de l'aspect scientifique, de ce que c'est de faire de la recherche, et voilà. Et du coup, il y a une communauté du coup en Amérique du Sud, en Amérique latine, sur ces travaux-là de Paulo Freire, du design et oppressao. Et alors, même si je pense qu'il y a un risque de rester dans le domaine des idées parfois, et, et de ne pas réussir à atterrir, peut-être d'un point de vue, là, c'est peut-être plus mon côté designer professionnel qui parle, mais de ne pas réussir à atterrir, c'est peut-être une des limites, mais en tout cas, c'est vraiment, enfin, pour moi, ça a été très stimulant, et c'est ce vers quoi je pense, en tout cas, continuer. Et du coup, pour le coup, il parle davantage de design problématisant, de ce que j'indique à la fin de ma thèse, que de design, que de problème solving, par exemple. Et du coup, c'est... Je crois que ça correspond fortement à cet exercice que nous mettons en œuvre et où le design graphique a un vrai rôle, c'est celui de transmettre et d'expliciter, de rendre intelligibles des choses, mais pas obligatoirement en les expliquant, justement. Pas obligatoirement en créant une sorte de conclusion, en disant c'est comme cela, mais plus en se disant voilà, nous sommes confrontés à cette complexité dont on n'arrivera jamais à maîtriser l'ensemble, etc., etc. Et c'est intéressant de rester dans la complexité, comme vous l'avez fait dans votre thèse, que de tout de suite essayer de trouver justement cette solution. Et donc, c'est peut-être un appel à vous, avec vos étudiants, d'essayer de travailler sur cette question de l'autisme, de l'handicap, largement, dans comment expliquer cette relation aussi entre, je crois que cette question de la communauté des autistes qui doivent se renforcer leur position et dire aux autres ce qu'ils sont plutôt que d'attendre que l'autre l'interprète. Je crois que c'est des vraies questions aussi de communication et sur lesquelles je trouverais intéressant que vous poursuiviez. Merci Manon. Mais merci. Je vous laisse. Oui, oui. Non, je vous laisse. Si vous voulez réagir, sans problème. Hein. Non, c'était juste pour, oui, pour dire combien, enfin, j'étais d'accord et combien aussi, oui, les étudiants ont cette envie, et je pense que d'autant plus parce que ils se retrouvent dans des positions, alors ça c'est encore d'autres points, mais euh, j'en parle dans ma thèse quand je parle qu'ils sont sur une participation à double contrainte, c'est-à-dire que leur savoir, enfin en tout cas l'expérience qu'ils partagent de leur vie, elle peut être doublement délégitimée, soit par l'aspect pathologique. Voilà, on va leur faire un retour que
leur discours n'est pas valide, en fait, parce que voilà, ils interprètent mal, enfin, pour X raisons, qui sont souvent de mauvaise foi. Et sinon, ils vont être délégitimés parce que trop militants. Parce que voilà, trop. Et ça, c'est quelque chose qui est constamment courant dans le champ du handicap, comme une personne handicapée va être valorisée parce que présentée comme un héros qui a réussi. Mais dès lors qu'elle s'exprime politiquement et que son discours a valeur de renverser le statu quo ou que sais-je, eh ben, elle va être délégitimée. Et ça, je pense que c'est aussi hyper important de continuer à travailler sur ça parce que ça dit beaucoup de choses, en fait, je pense, aussi de. Et là, on est vraiment en communication visuelle. Oui, vraiment. Bon, merci, j'arrête l'enregistrement.